Bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de vous faire cette présentation dans le Mary Meeting ce soir sur un sujet de gestion d'actifs. Je me présente moi-même, je m'appelle Xin Zhang, je suis certifié CFA et FRM. Je travaille 11 ans dans la finance, dans les différents parcours. Actuellement, je travaille dans la surveillance de marché à la BNP. On démarre? Oui, on fait une introduction de tour de table. Donc, Ahmed Timija, consultant Donc, je me présente Ahmed Timija, donc business analyst principalement sur l'activité règlement livraison titre. Bonsoir, Clément Dubuisson, business analyst chez Euronext sur la nouvelle plateforme de trading des produits dérivés. Bonsoir, je m'appelle Florian. Je travaille à la SNCF sur Meritive Technologies et je suis là pour découvrir les gestions d'actifs. Bonsoir, Jia Huixu, analyste de risque d'investissement chez Amundi Asset Management. Bonsoir, je suis Zhao, développeur l'informatique. Je travaille actuellement chez Kepler Chevreux, Hambourg. Oliver Quinn, donc je travaille en tant que chef de projet chez BNP et j'ai tout de suite une question avant de commencer en fait. Dans mon département on parle de LMT, donc gestion d'actifs et de passifs, donc asset liability et de trésorerie. Donc du coup tu vas parler des trois ou juste la partie asset et liability? Non, dans cette présentation, c'est uniquement gestion d'actifs. La ALM, c'est une gestion beaucoup plus avancée dans le domaine de la gestion d'actifs. C'est pour voir comment on peut prendre des ressources pour financer l'ensemble des moyens. Mais dans cette partie, c'est que l'actif du bilan. Je ne prends pas en compte la liability, l'autre partie. D'accord. OK, démarre. Dans cette présentation, je vais vous introduire qu'est-ce que c'est gestion d'actifs. C'est plutôt pour vous montrer comment faire investissement après les différents process dans un parcours de gestion d'actifs et les différents types des investissements. Après, je vous introduis quelques méthodes quantitatives. La dernière partie, ce serait pour vous montrer comment faire l'attribution des perfs et évaluer des portefeuilles. Et tout à la fin, j'ai quelques exemples en chiffres. On peut lancer un débat. Tout d'abord, la question c'est comment on peut investir? Qu'est-ce qu'on investit? En fait, en fonction des différents agents, ils ont des différents objectifs d'investissement. Par exemple, pour un individu ou pour une compagnie d'assurance, ils n'ont pas le même l'objectif d'investissement, ils n'ont pas la même tolérance du risque. Comment on peut mesurer tout ça pour réaliser un projet d'investissement? Gestion d'actifs, autrement dit, c'est pour réaliser investissement, pour atteindre l'objectif prédéterminé. Après, en termes de clients, on a deux types de clients. Ce sont des clients individuels, on parle plutôt retail, et la partie institutionnelle, ça ce sont des grandes banques ou assurances. Et dans le principe de gestion de portefeuille, gestion d'actifs, c'est la diversification et réduire des risques. Mais attention, pour le réduire des risques, ce n'est pas vraiment nécessaire pour protéger les parties à cause des risques. Ça, c'est la partie hedge. Ça peut être un élément essentiel dans la gestion d'actifs, mais ce n'est pas l'ensemble de l'objectif. Quand on parle de diversification, on dit on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Ça, je vous montre qu'il y a une comparaison entre un indice des Healthcare Index par rapport à un titre de biotech dans la santé aux États-Unis, ça s'appelle Sangamo, pour voir la performance. Vous le voyez à côté des indices, il y a des volatilités beaucoup moins faible que celui de Sangamo, le titre individuel. Ça, c'est pour voir qu'en termes de diversification, vous avez moins de risques. Et ça, je vous montre un tableau en rond.
le fameux scandale sur la comptabilité à l'époque là, pour voir que le titre individuel par rapport à SP500, qui a bien monté, à tout moment, il a chuté. Si vous ne faites pas la diversification qui investit sur un seul titre, au bout d'un moment, il peut réaliser une perte colossale. Après, on regarde différents process de gestion d'actifs. On a 3 phases essentiellement. La première phase, c'est la phase de planification. Et dans la planification, c'est un peu comme la gestion des projets informatiques. On doit déterminer les demandes des clients. Après, on doit préparer, on s'appelle IPS, c'est Investment Policy Statement, autrement dit prospectus, pour détailler l'ensemble des besoins des clients, un peu comme la spec informatique, ensemble d'éléments dedans. Je vais détailler un peu plus tard. La deuxième phase, c'est la phase exécution. Dans la phase exécution, on doit faire, la première étape, c'est asset allocation. C'est-à-dire qu'une fois on a défini les différents assets classes, comment on va allouer le pourcentage des différents actifs. Ça, tout en fonction des critères prédéterminés dans le prospectus. Après l'asset allocation, on va passer sur les analyses pour les titres de sécurité. Il y a encore 2 niveaux. On va plutôt choisir le secteur où on va investir après le titre individuel. Toute dernière étape, c'est construire le portefeuille. Une fois le portefeuille qui est construit, on va passer la partie exécution, c'est-à-dire comment on va exécuter. Soit c'est par des brokers, soit c'est passé par des trading, tout ça. Mais ça, je ne vais pas détailler dessus. Il y a des différents de trading, mais globalement, les parties trading, c'est pour rendre un service de gestion d'actifs. Tout dernier, c'est une fois on a réalisé notre portefeuille, il faut le surveiller et monitorer. À certains moments, en fonction de l'état de marché, on doit faire des rebalancements. Et aussi, la dernière étape, on doit mesurer la performance. C'est une fois on a réussi, par exemple, 10% de l'année. Ces 10%, ça vient de où? C'est la dernière étape d'évaluation. Ça, c'est l'ensemble une vue globale sur les gestions d'actifs en amont jusqu'à aval. Ça, vous pouvez comprendre comme gestion de projet. Une fois on a reçu les demandes, des exigences des clients, on rétablit le spec. Après, comment on va exécuter? En IT, c'est développement informatique. En gestion portefeuille, c'est comment on construit le portefeuille avec les différentes analyses financières. Et tout dernière, pour valoriser le portefeuille, c'est un peu comme notre test en IT. Je vous montre ici, c'est les différents clients d'investissement. Mais dans la gestion d'actifs, on a plusieurs critères. Tout premier, c'est les gains espérés. On parle aussi expected return. C'est combien vous voulez gagner. Le deuxième critère important, c'est la tolérance du risque. Ça dépend des critères des clients. On peut avoir des tolérances élevées ou faibles. Et aussi, il faut mesurer les horizons d'investissement. On vise un investissement à court terme ou à long terme. Après, il y a un autre élément super important, c'est la liquidité. Est-ce que le sponsor, les investisseurs, ils visent d'avoir des liquidités périodiques ou à certains moments, ils veulent une liquidité totale. Par exemple, ici, je vous montre un cas, par exemple, dans une compagnie d'assurance. Les compagnies d'assurance, je réponds l'autre côté de ALM, un côté. Une fois assurance, ils vendent des contrats d'assurance, ils ont collecté des fonds. Ils gardaient les fonds pour investir. Donc, on peut aussi dire que le métier d'assurance, c'est un métier de ALM. Pour voir, une fois on a collecté des fonds, il prend les modèles mathématiques pour calculer combien de probabilités on peut avoir de risques. En cas de risque, comment on peut payer ça? Après le reste des montants, il faut investir ailleurs pour dégager des rentabilités qui permettent de financer les pertes et aussi effectuer une marge. Si vous regardez cette ligne d'assurance, le horizon d'investissement c'est court.
Parce que si une compagnie d'assurance a investi sur quelque chose pas liquide à long terme, en cas d'avoir des désastres, il ne peut pas liquider la position pour payer. C'est pour ça, par contre, il est obligé de respecter le court terme. Si vous regardez le risque de tolérance, souvent il est très très bas. Ils vont plutôt chercher d'investir dans les marchés monétaires ou dans les obligations. Rarement des sociétés qui investissent dans les marchés financiers comme equity, parce que c'est tellement volatile, ils peuvent réaliser une perte à court terme. Après, des income needs, c'est la partie des revenus. Normalement, il n'a pas de revenus qu'il vise, parce que quand il vend des contrats, il a collecté les primes pour investir dedans. Dans la vie quotidienne, s'il n'y a pas de désastre à payer, il n'a pas besoin de revenus à court terme. Par contre, la liquidité, comme je disais, il est très très important en cas de désastre. Quand en assurance, il est prêt à payer quelque chose, il faut sortir la position tout de suite. Mais après, c'est des différents de clients. En fonction des clients, ils ont vraiment des critères complètement différents. En fonction des critères différents, on va faire des différentes asset allocations. Au-delà de ça, tout à l'heure, quand je le citais ici, il faut aussi prendre en compte les parties de taxes et les contraintes juridiques. Pourquoi taxes? Parce que vous savez que dans plusieurs des mondes, dans le monde développé, les taxes sur dividendes, les taxes sur le coupon, les taxes sur le gain réalisé, c'est complètement différent. Donc il faut mesurer en termes d'optimisation fiscale pour atteindre l'objectif d'investissement. Il y a aussi un autre élément, on s'appelle uniqueness. C'est les besoins des clients spécifiques qui ne rentrent pas dans les termes standards. Par exemple, il y a un client qui est très éthique, qui ne veut pas investir dans les sociétés qui fabriquent des armes. Ça, il faut prendre en compte. Ensuite, ça, je vous montre un peu, entre guillemets, l'aspect d'investissement pour voir quelle police, tout ça, vous le voyez tous dans chaque fonds. Il a des contraintes, il y a tout ça, l'objectif pour respecter. Ensuite, on parle de quelque chose de beaucoup plus concret et intéressant, c'est la phase exécution. Dans la première phase d'asset allocation, vous devez comprendre qu'est-ce que c'est un asset class. En fait, un asset class, il faut penser qu'un produit dérivé n'est pas un asset class. Il a un produit. Parce que les asset class, c'est l'ensemble des actifs qui ont des caractéristiques similaires. Et ils n'ont pas des corrélations fortes avec les autres classes. En général, on a 3 asset classes connus dans le monde. C'est equity, fixed income et cash equivalent. Et après, aujourd'hui, on peut aussi ajouter des immobiliers, des commodités et des bitcoins, etc. Il faut penser que si vous investissez, parce que tout ça, les produits des asset classes, dans le monde equity, vous pouvez choisir les différents produits pour investir dans les futurs ou des options, mais ça reste dans la même asset class. Et une fois qu'on a déterminé les asset classes, il faut regarder comment on peut faire des analyses sur les produits. En général, on a 2 types d'approches. On s'appelle top-down et bottom-up. Le top-down, c'est en face de macroéconomie. On doit voir, pour faire une expérience du marché, qu'est-ce que ça donne avec plein des indicateurs, par exemple des CPI, des PMI, des indicateurs, tout ça. Il faut aussi prendre des news, par exemple les conflits commerciaux, la Chine, les États-Unis, tout ça. Ça, c'est le top-down, c'est plutôt au niveau macro. Et le bottom-up, c'est classique, analyse financière, des bilans, comptes résultats, des cash flow statements, des equity variation, tout ça, et avec des secteurs de compétitivité de la société, pour comprendre quelle est la santé financière d'une société. Une fois déterminé ça, on vise la construction du portefeuille.
Dernière étape pour faire des surveillances et rebalancements. Vous savez tous que pour les indices, autrement dit, c'est un peu comme un fonds. À certains moments, il faut faire un rebalancement en fonction des performances. Par exemple, si dans votre portefeuille, vous avez choisi une option qui a généré une perte colossale, en ce moment-là, il faut penser de liquider une position pour ne pas nuire la performance totale du portefeuille. Et la surveillance, c'est une fois on a déterminé, comme je disais, on a des critères à respecter, on a déterminé le portefeuille. Mais en fonction de l'état du marché, le portefeuille, il varie du jour à jour. À certains moments, il faut le surveiller et pour redéterminer est-ce que quand on a déterminé initialement est toujours valable. Et dernière étape, c'est pour voir comment on va évaluer des portefeuilles. Il y a deux approches, encore une fois, au niveau de macro et au niveau de micro. Ça, je vais entrer en détail à la fin de cette présentation. Mais en macro, c'est pour voir, est lié avec la croissance, quelle est la croissance, quels sont des facteurs de macroéconomiques. Sinon, pour le micro, c'est pour regarder quand on a fait ce portefeuille, les performances qui viennent des asset allocation ou le secteur qu'on a sélectionné ou on s'appelle le stock picking, les stocks individuels qu'on a choisis. En fait, ça c'est un exemple pour voir que je vous montre deux différences d'asset allocation. Dans endowment, c'est plutôt les universités, c'est un fonds universitaire comme le Stanford, MIT qui investit. Mais ici, c'est une compagnie d'assurance. Vous le voyez qu'en fonction des besoins des différents, on a des asset allocation complètement différents. Comme des endowments, on a des equity à 25%. Mais regardez à côté des compagnies d'assurance, dans les bonds, ils ont plutôt plus de 50%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les compagnies d'assurance, ils sont prêts à prendre des produits moins risqués pour viser avec moins de rentabilité. Mais au contraire, pour des endowments, il a une tolérance de risque très très élevée. Il préfère d'investir beaucoup plus dans le produit risqué. Les cash négatifs, c'est plutôt short, avec des effets de levier, tout ça. Après, je vous montre quelques types d'investissements différents. Enfin, on s'appelle un mutual fund. Ça, c'est très connu dans le monde anglophone. En France, c'est plutôt OBCVM, avec les différents termes. On a deux types classiques, c'est open-end et closed-end. Open-end, c'est on peut vraiment ajouter des fonds pour élargir la valeur du portefeuille. Et close-end, c'est quand les fonds qui est créé, les parts qui est déjà séparées, et on ne peut plus ajouter les nouveaux fonds pour élargir le portefeuille. Après, il y a des différents fonds en fonction des accès des produits. Et money market fonds, c'est plutôt pour investir dans les trésors, dans les repos. Et bonds classiques, c'est pour investir dans les obligations des sociétés, tout ça. Et stock mutual fund, c'est le risque le plus élevé. Il peut investir sur des différents equity. Le hybrid, c'est il peut investir tous, les obligations et des actions. Mais encore une fois, dans les fonds que vous investissez, il faut viser que vous êtes en tant que gérant de fonds pour créer un fonds pour les clients. Mais bien sûr, en tant qu'investisseur, il peut acheter des fonds. Si un gérant de fonds qui achète un fonds, on s'appelle fonds de fonds. Souvent, dans les fonds de fonds, ça veut dire que les gérants, ils ont peu de compétences pour faire l'ensemble des exécutions. Ils achètent un autre fonds qui a déjà effectué l'ensemble des exécutions. En fait, il y a un autre produit, vous connaissez tous, des ETF. Les ETF qui fait partie, autrement dit, on dit tracker, ça fait partie des investissements passifs qui est aujourd'hui
est très très populaire parce que la plupart des fonds en gestion d'actifs qui n'arrivent pas à battre le marché. Et le ETF, ça représente plutôt un indice, autrement dit, une performance d'un marché ou un secteur du marché. Le hedge fund, par rapport aux mutual funds, le hedge fund, la différence c'est qu'ils ont beaucoup plus de flexibilité des investissements avec des différentes stratégies. Aussi, ils ont moins de transparence et moins de liquidité en face des investisseurs. Normalement, les hedge funds, ils ont un lock-up period de 7 ans. Les fonds qu'ils ont investis qui est bloqué. Dans les hedge funds, souvent, on a une méthode, on s'appelle General Partner et Limited Partner. Le Limited Partner, c'est plutôt les sponsors, les gens riches, qui mettent l'argent dans le hedge fund. General Partner, c'est plutôt les gérants de hedge funds. Une fois l'argent qui est investi dans les hedge funds, ils ont plutôt visé une rentabilité très très élevée avec un risque très élevé. Ici, je vous montre quelques types de stratégies de hedge funds. Ce genre de stratégie, c'est très courant. Soit il fait des arbitrages de bons convertibles. Vous savez tous, en bons obligations convertibles, en fonction de certains seuils, obligations qui peuvent changer en actions. Les hedge funds, ils peuvent spécialité de jouer dessus. Après, il y a des hedge funds qui sont experts à faire que des shorts dans le monde, faire des short sell ou par certains produits, des shorts, des futurs, des forwards, tout ça. Après, il y a certains hedge funds qui sont experts dans le emerging market, dans les marchés émergents. Par exemple, quand l'État de Venezuela, qui est en crise, il y a plein de hedge funds qui vont entrer dedans pour saisir cette opportunité. Et bien sûr, ils peuvent tout perdre. Mais l'objectif de hedge fund, c'est vraiment, c'est plutôt une blague. On dit hedge fund, mais le hedge fund, il ne fait jamais de hedge. Il ne fait que des investissements directionnels. En equity market neutral, ça c'est une notion que je vous reparler un peu quand je vous montre le CAPM modèle, c'est pour voir le bêta neutral. Le bêta, c'est la sensibilité d'un titre par rapport au marché. Il veut éviter le bêta. Après, des event-driven, c'est plutôt en termes de fusion-acquisition qui est arrivé, issu de la tendance de certains mouvements financiers. Après aussi, les hedge funds qui peuvent faire la macroéconomie et des long shorts. Un long short, souvent, c'est une stratégie d'avoir beaucoup plus d'effet de levier. Quand il a shorté un titre, il dégage du cash pour investir dans un autre côté des actions. Le plus courant que vous êtes, je vous parle un exemple, à l'époque là, le Nick Leeson, quand il a visé, c'est lui qui a chuté la banque Barrin. Comment il a fait? Il a shorté plein des options. Quand il a vendu une option, il a dégagé des primes. Les primes, c'est du cash. Il reprend des cash en tant que marge initiale pour acheter des futurs en même sens. Mais il a parié sur une direction à dizaines de fois, avec des effets de levier à plus 10. Après, à la sens, il s'est trompé la sens et tombé en faillite. C'est ça l'avantage de long short. Idéalement, si on n'a pas du tout l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire des analyses pour shorter quelque chose et dégager du cash et acheter quelque chose. On vise à long. Et il reste encore des autres types de fonds, des buy-out, vous savez tous, des LBO, des genres de LBO, ou bien MBO, c'est avec des effets de levier pour acheter la société. Et la dernière, c'est venture capital. C'est quoi la différence entre venture capital et hedge fund? Ils ont plein de domaines en commun. La plus grande différence, c'est le venture capital. Il va souvent investir les titres dans les marchés primaires non listés. Et le hedge fund, c'est viser plutôt les produits. Ils ont déjà une transaction, il a des possibilités d'acheter ou vendre. C'est pour ça qu'en venture capital, ils ont investi dans les stades beaucoup plus avant dans la société, soit dans les startups, soit ils voient avec les dirigeants de la société pour investir avant.
Mais encore une fois, mais ne pense pas que les venture capital, les VC sont des anges. Et une fois ils ont mis les fonds, quand un start-up il a agrandi, il y a un problème de la propriété de la société. Parce que c'est quand même, quand il a investi dans une société, il a acheté la propriété de la société. À certains moments, quand la société il y a eu une expansion, a explosé, le venture capital, quand il détient majoritairement la société, il peut bien décider le management et la stratégie de la société. OK, on passe un peu la méthode quantitative. Les méthodes quantitatives, le plus connu, on s'appelle mean, variance, modèle. C'est-à-dire que dans un portefeuille, on a plusieurs actifs. On va trouver un point optimal entre la rentabilité et le risque. Dans un monde des gestions d'actifs, la rentabilité, c'est la rentabilité espérée. Attention, ce n'est pas des rentabilités réalisées. C'est moi, je vise quelle est la rentabilité. C'est pour ça que je vous fais un lien avec corporate finance quand on parle le coût des capitaux propres. Quel est le coût des capitaux propres? C'est l'expérience visée par les sponsors, des actionnaires. Souvent, on dit que comme une société est un corporate, on a une société, on a des fonds propres et aussi on a la dette. Pour la partie de la dette, les coûts, c'est des intérêts. C'est évident. Mais les coûts des parties equity, c'est des rentabilités visées, espérées par les actionnaires. Ça, c'est très, très important. En général, les coûts des equity est plus élevé que les intérêts. C'est pour ça quand on parle dans le secteur bancaire, avec des parles 1, 2, 3, il y a des demandes des régulateurs pour voir des minimums des equity level. Pour les banques, c'est une perte parce que le coût est très très élevé. C'est pour ça. Et si vous regardez dans un portefeuille, vous avez, quel que soit l'actif, pour voir comment vous faites asset allocation, l'ensemble des poids, on dit pondération, c'est 100%. Et la rentabilité du portefeuille, c'est égal le moyen pondéré des rentabilités espérées pour chaque actif. Par contre, pour la partie du risque, le risque, c'est écart type. Aussi, on dit que les écarts types, si on va pricer des options, c'est des volatilités. Et pour mesurer ça, c'est au carré. On va mesurer plutôt en termes de variance pour voir quel est le risque du portefeuille. Pourquoi on fait ça? Parce que dans chaque portefeuille qu'on a construit, quand on va calculer, on va prendre cette méthode pour regarder notre portefeuille, déterminer est-ce que c'est optimal. Attention, quand on fait souvent on dit plus de risque, plus de rendement. Mais bien sûr, mais ça ne veut pas dire que je vais maximiser autrement dit, le point avec de rentabilité maximale et mon point optimal. Ce n'est pas sûr, parce que si mon point de rentabilité maximale, je prends 3 fois plus de risques que les autres points, ce n'est pas un portefeuille optimal. Ça, vous le voyez que c'est un portefeuille avec 2 assets classes. Les bonds, aussi on dit GOVs, Government Bonds, et des stocks. Et on a des risques et des variances. Qu'est-ce qu'on s'attend? On va faire, aussi on dit, c'est des frontières efficience. Vous savez tous, dans la théorie à la base, c'est Markowitz, pour voir dans cette frontière, quelle est la perte de rentabilité et risque. Tous les portefeuilles dans cette ligne, c'est en fonction des critères tolérance de risque ou de rentabilité expirée. On peut trouver notre portefeuille optimal dedans. Si un point qui est en dehors de ça, ce n'est pas un portefeuille optimal. C'est-à-dire que le portefeuille que vous avez construit, s'il n'est pas dans cette frontière, il doit être rejeté.
La fameuse corrélation. Pourquoi on parle de corrélation? Parce que dès le début en introduction, quand je parlais de diversification, l'idée de diversification, c'est avoir des corrélations faibles, voire négatives, pour voir que quand un marché qui est tombé dans un sens, on a un actif qui est chuté, un autre actif qui monte, pour ne pas perdre la totalité. Si par exemple, si on fait un portefeuille, on va concentrer sur BNP Paribas et Société Générale, avec des corrélations très très fortes. Dès qu'il y a une news qui est arrivée, par exemple Brexit, tous les secteurs bancaires qui ont chuté, ça, il n'y a pas d'effet de diversification. Ça, vous voyez que graphiquement, comment ça montre la différence des titres. Mais le problème, ça c'est en théorie. En pratique, c'est un peu différent. Parce que vous savez que tout à l'heure, on a vu ETF. Les ETF, c'est des trackers avec des ensembles, des indices. Avec plein de traitements, des trading, des indices, ça ajoute la corrélation positive entre les assets. Ça, c'est un vrai problématique. Parce qu'il y a un effet d'analyse fondamentale. Il y a aussi un autre côté, c'est au point de vue marché secondaire. C'est dans le monde, le marché primaire et secondaire, aujourd'hui, c'est un peu décorrélé. C'est comme une société qui vaut quelque chose. Avec quelle que soit la méthode d'analyse financière, on valorise X. Mais qu'est-ce qu'il vaut? C'est plutôt la force de l'achat et vente dans une journée. La capitalisation d'une société et la valorisation d'une société par quel que soit le modèle quantitatif ne matchent pas. Et ça, c'est en théorie. Idéalement, il faut trouver des asset classes avec des corrélations négatives, si possible. Ça, c'est une extension de mean variance modèle pour voir en 3 asset classes comment on fait. Manuellement, avec Excel, on arrive de calculer jusqu'au 3. À partir de 4, c'est des combinaisons. Il faut des outils pour calculer. Vous voyez, ça, c'est les expériences, c'est toujours facile, le moyen pondéré, les parties risques. Il faut prendre en compte les corrélations entre chaque asset classe. C'est-à-dire que si vous faites vraiment une gestion d'actifs, un gérant de fonds qui gère par exemple BlackRock ou Vanguard, il a géré un portefeuille très diversifié. Il faut calculer dans une table de corrélation pour chaque asset classe pour mesurer quel est le risque de son portefeuille global. Ça, c'est une notion que vous voyez ensemble. On peut trouver un point, on s'appelle Global Minimum Variance Portefeuille. Ça, c'est les gens qui peuvent choisir ce point pour minimiser le risque. Mais autrement dit, son niveau de risque qui est minimisé et il peut gagner la rentabilité au maximal. Après, ça, je vous montre que ça, c'est un test empirique pour voir qu'est-ce que ça donne des différents portefeuilles, pour voir comment on va tracer cette ligne mathématiquement des frontières. Tous les points de portefeuille au sein de ces graphiques ne sont pas des portefeuilles optimales. Après, je vous montre la base de gestion d'actifs, le modèle CAPM, Capital Asset Pricing Model. Il y a plein d'hypothèses dans ce modèle. Ce modèle-là, il est très très simple à utiliser, mais c'est vraiment la base fondamentale dans la gestion d'actifs. Pour voir comment on va calculer l'expérience d'un actif. Il égale le taux sans risque plus bêta, la sensibilité de cet actif par rapport au marché, multiplié par l'écart de rentabilité de marché moins le taux sans risque. La rentabilité de marché, c'est quoi? Vous pouvez comprendre aux États-Unis, c'est les performances de SP500. Ou bien aux États-Unis, un indice connu, c'est Russell 2000. Pour prendre en compte une rentabilité du marché global, pour mesurer ça.
Parce que souvent, dans la rentabilité des marchés, c'est une rentabilité mesurée par le secteur de macroéconomie, c'est facile d'avoir. Et avec des bêta qui est calculé la sensibilité. Mais idéalement, si vous voyez cette formule, le bêta, c'est pour la sensibilité. Le bêta plus élevé, ça veut dire que le titre qui est beaucoup plus volatile par rapport à la volatilité du marché. Et ça, c'est vraiment en fonction des tolérances du risque et la rentabilité expirée pour choisir le titre. Le bêta est très très important. Et ça, c'est une introduction pour voir les différentes traces de deux modèles CML, c'est Capital Market Line et Security Market Line, pour voir comment on peut calculer le portefeuille de marché, comment il est situé. Mais ça, c'est pour information, il ne faut pas entrer en détail. Mais simplement, je vous montre les deux ratios importants pour mesurer la performance. Si vous avez entendu parler le Sharpe Ratio, c'est la rentabilité du portefeuille moins la rentabilité de taux risque, divisé par le risque total du portefeuille. Après, on revient sur le taux sans risque. À votre avis, c'est quoi la rentabilité de taux sans risque? Négatif? Oui, possible. Mais on peut aussi prendre Libor, tout ça. Mais en fait, dans le taux sans risque, il n'y a pas vraiment une convention pour le moment. On peut choisir plusieurs taux sans risque. Par exemple, en Europe, on a plusieurs taux. On a EONIA, on a Euribor, tout ça. Ce n'est pas vraiment des taux sans risque. Souvent, le vrai taux sans risque, mais il n'y a pas de vraie notion. C'est on prend les repos ou de Libor ou de Euribor et moins quelques spreads. Mais ça, c'est encore une fois, c'est la théorie pour calculer. Mais après, le taux sans risque, c'est souvent des valeurs d'une convention qui est déterminée par chaque banque ou chaque fonds. Parce que le banque d'investissement, il ne peut plus faire des investissements directionnels. Tout ce que je vous parlais, surtout le dernier exemple, c'est pour vous créer une notion d'investissement. Les CIB aujourd'hui, ils ne font pas des investissements directionnels. Comme BNP Paribas, il a fermé le fonds Opéra de l'année dernière à cause d'une grande perte. Après, c'est un peu de méthode quantitative pour voir, toujours, encore une fois, pour voir comment on peut calculer l'expérience des titres. C'est avec des différentes, ça c'est un petit exemple en chiffres pour voir que, un exemple, on prend les facteurs de macroéconomie, des PIB, le sentiment de consommateur, etc. Ça, c'est un modèle, un des modèles aussi connus dans le monde gestion active pour calculer des rentabilités. Après, on passe dans l'évaluation. Comme je disais, on a deux méthodes d'évaluer. Ah oui, je reviens sur ces slides-là. Il y a aussi des autres différentes méthodes. Il y en a un qui est super connu, s'appelle French Pharma. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il prend trois facteurs pour calculer. Il prend en compte les tailles de la société et le PB ratio, price to book value. C'est l'ensemble des méthodes quantitatives sélectionnées par les gérants de fonds pour valoriser, pour déterminer la rentabilité de chaque titre ou actif. Par exemple, si vous achetez une action, quelle que soit action, un BNP Paribas, et il vaut combien le prix dans 6 mois? On ne sait pas. Mais il faut prendre différentes méthodes pour le valoriser. Il y a plein de facteurs. Prendre analyse fondamentale, technique, tout ça. Si vous achetez une obligation, un exemple, un corporate bond de Sanofi, l'an dernier, ils ont lancé un taux négatif, tout ça. Après, il faut voir les prix d'une obligation. Normalement, c'est d'un côté le prix du marché, c'est en fonction des taux, variation des taux. L'autre côté, c'est le prime du risque, c'est le parti credit risk. Si vous voulez, le risque, pour chaque risque,
il y a une prime. Quand on va dire simplement quel est le risque, aussi on va dire combien ce risque vaut que je peux payer pour assumer. En gros, c'est ça. Et comment on vise un titre des obligations? Pareil, on peut prendre ces modèles-là, les variations des taux, et ça prend une partie. Et l'autre côté, agence de notation, qui peut vraiment changer l'agence de notation pour la partie de prime de risque sur la partie crédit. Et l'ensemble des éléments qui peuvent valoriser tout ça. Le prix des immobiliers, une fois on a ajouté les titres immobiliers, le prix des immobiliers, c'est souvent lié avec l'économie, la conjoncture. Il faut regarder les CPI, des indices des consommateurs. Il faut aussi mesurer les inflations, tout ça pour voir. Dernière étape, pour voir comment on va évaluer, pour faire notre UAT, test d'évaluation, dans les macros. Ça, je vous montre un exemple pour voir que il y a la valeur du fonds dès le début jusqu'à la fin. Peut-être c'est 1 an, peut-être c'est 10 ans. Après, il y a un écart. Dans chaque écart, on va regarder les facteurs de macroéconomie pour voir quelle est la contribution de chaque ligne. Par exemple, il est lié avec le taux sans risque. Par exemple, le taux sans risque, je reviens sur ce point. Le taux sans risque, on peut aussi dire que si j'investis sur OAT, j'investis sur le TBO, des obligations gouvernementales aux États-Unis, c'est considéré comme un taux sans risque. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est proche. Et aussi, on peut pas parler des différentes catégories des benchmarks ou des investissements managers. Ça veut dire que les gérants de fonds, il est beaucoup plus puissant que les autres, ils gagnent. Et cette méthode-là peut choisir, mais c'est reste au niveau de macroéconomie. Et la deuxième méthode de microéconomie, c'est beaucoup plus courant pour utiliser, de faire des attributions des performances. Pourquoi? Parce que, regardez dans ce tableau, on peut regarder ce tableau très intéressant. On a des pondérations des portefeuilles dans chaque secteur. Après, ici, tout à la fin, on a 3 niveaux pour regarder la performance du portefeuille. Ça vient de les allocations des actifs des secteurs ou des interactions entre les différents secteurs. Ça, c'est plutôt un rapport des gérants de fonds à la fin pour mesurer son talent et lié avec son bonus. Bon, on peut faire un peu d'échange et de discussion ensemble pour faire que, en tant que vous êtes tous en tant que gérant de fonds, comment vous êtes faire? On a un client individuel. Ça, c'est la condition. On fait la spec. Il a 100 000 euros à investir. Il vise une rentabilité, ou plutôt rendement expéré à 5% annuel. Après, le risque de tolérance moyen et investissement sur 20 ans, il vise jusqu'à sa retraite, tout ça. Bien sûr, il manque un peu d'éléments. On dirait que c'est quelqu'un qui travaille, qui a un revenu standard et qui a 30 ans. Et attention, liquidité need. Il veut 2 000 euros par mois pour vivre et 50 000 euros dans 5 ans. Ça veut dire qu'en 50 000 euros, il faut penser que vous êtes un gérant de fonds. À 5 ans, pile poil, il faut détacher 50 000 cash de ce fonds. Après, il y a des contraintes. Il ne veut pas investir dans les débats des alcools et il n'a pas, ça c'est une contrainte technique, il ne peut pas investir en Afrique. Ok. Si on ne regarde pas les solutions que je leur proposais, vous pensez quoi avec ce client? Si on mesure en termes, vous avez la rentabilité et le risque, et tous les critères, tout ça, et vous pensez qu'en termes de asset allocation, qu'est-ce qu'on fait? On va plutôt allouer comment? Si vous pensez qu'on doit allouer un peu plus sur les actifs risqués ou pas?
ou combien de pourcentage sur des obligations? Comment on fait? Allez-y, c'est une discussion en fait. Une discussion. Il n'y a pas de réponse juste. C'est simplement il faut créer cette logique pour dérouler, pour comprendre en général comment les gérants de fonds ils réfléchissent. Allez-y. Moi, j'imaginerais qu'il faut placer dans des bonds ou des choses relativement stables une certaine quantité de l'ordre de 70-80% de son montant pour pouvoir dégager effectivement ces 2000 euros par mois et puis le reste, l'investir dans des choses plus risquées pour essayer de récupérer les 5% et se rémunérer aussi sur une certaine rentabilité. Avec l'idée qu'à moitié, à 5 ans d'espérance, on va perdre la moitié de son investissement. Donc ça, par contre, je ne sais pas comment ça se monte. Là, j'ai pas d'idée, mais... donc voilà, donc il y aura forcément une partie pour garantir au moins que on va lui redonner ces 2000 par mois et une partie pour aller chercher des actifs plus risqués et sur lesquels on va essayer de gagner plus de rentabilité. Oui, c'est très bien. Et vous pensez la même chose ou vous avez quelque... Allez-y. Du coup, auprès de la demande de clients, il n'a pas une espérance de rendement très élevée et puis il n'a pas une tolérance de risque très élevée non plus, plutôt moyenne. En plus, l'horizon d'investissement est plutôt longue, donc 20 ans. Je pense, si c'était moi, je vais investir dans les actions, mais pas très risquées. Après, faire un swap, donc un swap de taux. Par exemple, avec le rendement de notre actif, pour échanger un taux de 5%. Comme ça, on peut réaliser l'espérance de rendement de client. Donc, c'est mon stratégie. Attention, c'est pas mal, mais en fait, le swap de taux, ça c'est un produit. C'est pas niveau stratégique, c'est plutôt opérationnel. Si tu veux dire que je veux allouer une partie en equity, une partie en fixed income, oui. Après cette allocation, tu peux choisir un produit. Je dis, OK, je prends swap de taux ou je peux acheter un bond. Ça, c'est opération. Ça, c'est vraiment en bas des niveaux. Au niveau stratégique, il faut penser des allocations. D'abord, vous avez raison. Mais 5%, il faut penser qu'en 5%, si vous investissez 100% sur fixed income, ça ne marche pas. Après, il y a une autre côté. Quand tu disais, je veux investir sur des actions non risquées, ça n'existe pas, ça. Parce qu'action, c'est la même asset classe. Je dois dire que moi, je vais allouer combien % en action dans cette action et comment je fais des secteurs. Dans ce cas-là, oui, on peut dire que je vais choisir un secteur, pas l'autre, moins risqué. Mais ça n'existe pas action pas très risquée. Oui, tout à fait. Après, je partage un peu mon avis. En fait, comme je disais, tout d'abord, on regarde 5% des rentabilités et de risque de tolérance moyenne. Si c'est en très bas, n'oublie action, 0. Si c'est très élevé, pour le parti de fixed income, on peut mettre très très peu de fixed income. Si c'est moyen, il faut voir à peu près des pourcentages à peu près cohérents. Il faut aussi penser qu'en 5% en 20 ans, pour des obligations à long terme, pour des coupons à 5 ans, ça existe. Mais c'est risqué à 20 ans. Le crédit, c'est très risqué. La conclusion, on ne peut pas allouer 100% sur des obligations. Vous avez, les deux, vous avez des bonnes visions qu'il faut allouer entre des actions, des equity et des fixed income.
Aussi, dans ma solution, j'ajoute encore 10% d'immobilier. Pourquoi? L'immobilier, c'est un investissement anti-inflation. Mais en fait, ça, les prix de l'immobilier, c'est vraiment lié avec la conjoncture et la croissance. Mais souvent, l'immobilier, parce qu'il y a plein de taxes, tout ça, et l'immobilier, on peut assurer à certains moments qu'il n'y a pas d'inflation. 5%, attention, il a demandé aussi à 2000 chaque mois. À 2000 chaque mois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... non, par mois. Ça veut dire que la vraie demande des clients, c'est plus de 5%. C'est beaucoup plus élevé. Il faut calculer, parce qu'en fait, il ne faut pas prendre 20 000 multiplié par 12, c'est pas ça, parce qu'il y a un taux qui est actualisé. Il faut regarder l'ensemble des valeurs qui est actualisé au taux aujourd'hui avec le différent de cash flow et calculer exactement, mathématiquement, qu'est-ce qu'il vaut. Supposons que le client, dans ce cas-là, il vaut 8%. Mais attention, les 2000 de chaque mois quand il est demandé, bien sûr, il rentre dans la rentabilité. Il est aussi dans la liquidité. Il faut penser à un investissement qui permet de dégager 2000 par mois. Qu'est-ce qu'on fait? Un coupon, c'est un semi-annuel ou annuel. Ça ne marche pas. Et comment on peut avoir le 2000 par mois? Réfléchis. Il faut absolument qu'il le mette dans la banque, puisqu'il n'y a qu'à la banque qui peut retirer tout de suite son argent. Donc c'est pour ça qu'il faut investir dans le secteur bancaire. Tout à fait, tu as bien raison. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de rentabilité à la banque. Si bah oui, c'est ça le problème. On va investir sur le marché monétaire. Les obligations moins d'un an, c'est ça? Non. Les marchés monétaires, c'est des... Vous avez entendu de CB, Certificate Deposit. C'est ce genre de produits à court terme et dans les fonds, ou bien dans les fonds obligataires ou les fonds monétaires à court terme qui permettent de dégager 2000 € par mois. On peut dire que quasi zéro risque. On ne peut jamais dire que c'est zéro risque, mais c'est quasi zéro risque pour lui permettre de dégager ça. Et aussi, il faut penser qu'à 50 000 € dans 5 ans, il le veut, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de prendre des obligations qui détachent le coupon, l'ensemble des coupons. Peut-être ce n'est pas une obligation, c'est un portefeuille des obligations. On va plutôt faire soit la duration, on fait le matching. Ça, c'est rentre dans Asset and Liability Management. Parce que j'ai un besoin de 50 000 € du cash dans 5 ans. Je ne peux pas bloquer 50 000 €, je laisse dormir dans la banque. Non, ce n'est pas optimal. Et dans 5 ans, qu'est-ce que je fais? Il faut prendre un portefeuille de fixed income ou mélanger avec des marchés monétaires. Dans ce cas-là, je déconseille de faire ça parce que 5 ans, c'est quand même long. 5 ans dans le marché monétaire, c'est 3 mois ou 6 mois. Pour les repos, tout ça, c'est même un jour, overnight. Ce n'est pas rentable. Il faut prendre des obligations plutôt de 5 ans. Et des obligations de 5 ans, ça ne veut pas dire que je prends des obligations avec l'échéance de 5 ans. Je peux mélanger avec des obligations de 10 ans, avec des 1 an, tout ça pour faire un matching. Soit duration, soit cash flow. Ça, c'est différentes stratégies. Je prends des détails. C'est à pile poil à 5 ans, il permet de dégager 50 000 €. Après, les contraintes, il faut prendre en compte aussi que vous savez tous que l'année dernière, Canada, il a légalisé les cannabis. Il y a des indices cannabis qui est listé il n'y a pas longtemps, qui prend des performances colossales. Un gérant de fonds, il le sait. Il ne peut pas dans ce cas-là. Il ne peut pas investir. Ça, c'est des contraintes. Par exemple, s'il trouve que, par exemple, un titre en Nigeria qui a une performance avec des... Il ne peut pas investir en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, il y a une possibilité. On fait equity swap. Mais ça, c'est des moyens un peu plus compliqués. Voilà, tout on prend en compte. Moi, je prends un exemple. Ce n'est pas en détail. Tout ce que je voudrais parler, c'est des détails. Je vais allouer 30% d'equity en 60% dans les bonds. Mais de temps là, normalement, je fais un petit défaut parce qu'il faut un peu d'allocation pour le parti monétaire, les cash equivalent. Et après,
dans le secteur. Ça, c'est un exemple. Hein. Tout est bon. Tous les modèles que ça vous intéresse, pas vraiment des modèles quantitatifs. Avec l'ensemble des quantitatifs, c'est des outils pour vous aider de mesurer en quel secteur, quel stock que vous avez choisir, qui permet de répondre à tout ça. Ça rentre aussi dans le domaine de ALM. J'ai un asset qui est déterminé avec des rendements expirés. Après, comment je le finance? En fait, tous les fonds, quel que soit le hedge fund ou des mutual funds, ça, l'ensemble, c'est un asset liability management. Parce qu'il ne faut pas penser que vous êtes un gérant de fonds, vous avez zéro l'argent dans la poche. Toute la partie liability, c'est des crowdfunding de gauche à droite. Quelqu'un qui a mis d'argent chez vous. Ça, c'est liability. Mais avec des liabilities, les gens qui ont des demandes, par exemple, ça, je veux 2 000 euros par mois, je veux 50 000 euros dans 5 ans. Ça, c'est des demandes spécifiques. Ton asset qui permet à dégager ces fonds pour financer les besoins des clients. Et l'autre côté, les fonds qui est financé par des fonds à collecter. Concrètement, comme l'autre m'a dit, on va ramasser une somme d'argent des clients et nous, les techniques, c'est comme un cuisinier qui apprend des fruits et des légumes, qui fait la cuisine, qui permet de répondre aux clients. C'est exactement ça. Et bien sûr, la dernière step, si en BNB il a chuté énormément, mais il faut penser un peu, je ne dis pas liquider totalement, il va essayer de diminuer le pourcentage de BNB. Après, ajouter des autres. Même le secteur, il peut changer. Par exemple, cette année, je trouvais que le secteur de pharmaceutique, qui n'est pas bon, qui n'a pas vraiment des performances, je peux vraiment, l'autre côté, je peux prendre des autres secteurs à la place, par exemple, automobile. Ok? Ça, c'est en général, pour une gestion des clients individuels, ça, c'est souvent rentré dans le domaine de private banking. Aussi, on dit wealth management. Après, on regarde un deuxième exemple, beaucoup plus intéressant, un hedge fund. Encore une fois, je vous décris les besoins. Je vous laisse réfléchir. Dans cet exemple, je mis un peu moins de chiffres pour laisser discuter. J'ai une demande, j'ai un investissement initial de 150 millions d'euros. J'ai un rendement expiré de 25%, risque de tolérance très élevé, horizon d'investissement 10 ans, liquidity need, et premier 7 ans, rien. Après 1 million chaque année, les contraintes, il a accès uniquement dans les marchés européens. Il faut prendre en compte les contraintes régulateurs et les taxes. Allez-y. Au vu de l'appétence au risque du client ou des clients, on pourrait penser à louer une grosse partie du portefeuille sur des equity. Tout à fait. Puisque c'est propice au risque. Ensuite, pour dégager 1 million chaque année au bout de 7 ans, il va falloir quand même une autre partie assez conséquente en fixed income. Pour le reste, j'ai pas trop d'idées. Ouais, vous avez des idées? Vous pensez que la liquidité, au bout de 7 ans, il y a zéro liquidité, et à partir de 7 ans, il faut dégager 1 million. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au bout de 7 ans, il faut changer la stratégie. Ou sinon que cette stratégie, de toute façon, oui, au bout de 7 ans, il y a une partie en tout cas qui doit changer. En tout cas, il faut que, au bout de 7 ans, une partie de cette stratégie dégage ce million. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils pensaient à des bons ou des coupons qui
qui au bout de 7 ans puisse... c'est pas forcément un changement. C'est prévu à la base. Ok, une autre question. En 1 million de cash, c'est la partie de liquidité. N'oublie pas que la rentabilité expirée est 25% de chaque année. Si vous choisissez d'investir dans les obligations, comment réaliser 25%? Là, on parlait du million d'un côté, hein, on parlait pas des 25. Les 25, effectivement, de toute façon, il faut prendre des actifs risqués. Hein. Oui. Et comment? Alors, c'est là que je suis pas analyste, mais je suis sûr qu'il y en a quelques-uns derrière moi. Non, je vous parle au niveau stratégique, c'est pas... Et comment on peut réaliser ça? Tout à l'heure, je vous ai introduit une notion. 25%. Non. Réfléchis. 25%, c'est élevé, d'accord? C'est très élevé. Et pour réaliser ça, plus 1 million. 1 million, au-delà, plus 1 million, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Effet de levier. Une stratégie, c'est on veut shorter des equity, investir dans les bonds. C'est un exemple. Deuxième chose, c'est vendre des options pour investir en obligations. C'est très déconseillé, mais c'est une possibilité. Oublie pas qu'en hedge fund, le plus important, c'est effet de levier. Il faut toujours penser effet de levier. Si j'ai un fonds comme ça, comment je peux élargir mon argent pour investir? Ça, c'est une notion. Il faut penser. Comment on fait? Effectivement. On met ça toujours des turbos qui nous rapportent énormément et qui, effectivement, n'a pas besoin d'investissement initial. Mais par contre, du coup, être capable de perdre une partie à chaque investissement. Le turbo n'est pas, c'est pour retail. Le turbo dans une barrière, c'est super risqué. Quand je parle d'effet de levier, il faut comprendre, le vrai effet de levier, ce n'est pas uniquement un multiplicateur mathématique. Derrière, il y a du sens. Ça veut dire que l'effet de levier, ça vient de l'emprunt. Avec certains emprunts, je peux élargir le fonds propre, global, pour investir. C'est ça le vrai sens de l'effet de levier. Oui, mais certes, dans les contrats, les produits dérivés, on parle d'effet de levier, c'est simplement ajouter des multiplicateurs mathématiquement. Comme un futur. Si on dit que 25% de marge initiale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'initialement, on a un effet de levier 4. Parce qu'on prend 25% des fonds pour jouer la totalité. On a déjà par défaut, on a un effet de levier. Mais avec cet exercice pour voir que il faut, première chose, élargir le fonds avec un effet de levier. Effet de levier, il y a plusieurs façons de le faire. Comme je disais, il peut prendre, par exemple, des forwards. Pourquoi? Les forwards est très différent que futur, qu'il n'y a pas d'appel de marge. Il peut viser uniquement à la fin. Bien sûr, le risque de contrepartie est élevé. Par contre, je n'ai pas de cash flow. Je n'ai pas besoin de payer du jour à jour. Ça, c'est un choix. Mais encore une fois, ça, c'est au niveau opérationnel. Ce n'est pas stratégique. Stratégique, comme disait Clément, il faut allouer énormément dans la partie equity. Et aussi, dans un portefeuille, on peut faire très diversifié. Par exemple, dans ce cas-là, pour un fonds super agressif, il peut investir 100% sur equity. Au bout de 7 ans, il a shorté la position de equity, acheté une partie de fixed income pour satisfaire le 1 million de chaque année. C'est possible. Après, il peut aussi choisir très diversifié dans le portefeuille. Mais ce n'est pas conseillé parce qu'il y a 25%. 25%, c'est la première. Ça, c'est la demande du client. Après, dans le hedge fund, souvent, on a une règle de 20. Ça veut dire que les gérants de fonds sont rémunérés 2% des frais de gestion et 20% sur la performance réalisée. C'est son bonus. Donc, les gérants de fonds doivent chercher vraiment maximiser la rentabilité. Parce que le client qui a un risque tolérance de risque très élevé,
très élevé. Ça veut dire que je n'ai pas vraiment de contraintes pour le faire. Et moi, je proposais, c'est que 70% equity, 25% des fixed income. Et le fixed income, je peux choisir, par exemple, 0 coupon. Et jusqu'aux 7 ans. Et après, une suite des obligations pour répondre à ça. Après, je peux choisir les secteurs super risqués. Par exemple, nouvelle technologie. Je peux choisir blockchain. Tout ça, c'est... Et l'autre côté, il faut aussi penser que dans la stratégie de deux côtés, ça ne veut pas dire que je veux gagner la perf et ce secteur, il va bien ou pas. Si je vise une short, par exemple, je bien viser. Un exemple, il faut voir expérience du marché. Un gérant de fonds qui voit que la Chine et les États-Unis n'arrivent pas à avoir un compromis, qu'est-ce qu'il va faire? Toutes les parties automobiles, tout ça, il peut shorter. Il y a plein de moyens. Mais en fait, une fois on a décidé, ça c'est au niveau stratégique, comment on fait allocation? Après, on peut choisir les différents produits. Par exemple, si je veux le shorter, je prends quoi? Forward. Je prends equity swap. Dans ce cas-là, dans cet exemple-là, on est obligé de prendre equity swap parce qu'il a accès uniquement dans le marché européen. Vous savez très bien que dans le marché européen, le taux n'est pas élevé. Il peut bien faire des equity swap pour investir dans les différents des titres dans le monde. Par exemple, il peut investir dans le Silicon Valley. Comment il le fait? Il cherche une banque, Goldman Sachs, pour faire des equity swap. Après, pour l'autre partie, les hedge funds, s'il veut viser un secteur, il doit prendre les autres produits pour la couverture, pour le hedge lui-même. Par exemple, je proposais des currency swap. Pour que moi, je veux vraiment investir sur le secteur de nouvelles technologies, mais je ne veux pas assumer le risque de euro-dollar. Moi, je prends equity swap. Et avec des différences, je peux aussi parier les spreads. Il y a certains spreads entre les obligations allemandes et les obligations italiennes. Je peux parier sur les spreads. Ça, c'est avec l'ensemble des stratégies qu'on a déterminées. Après, bien sûr, en hedge fund, en chaque périodique, 6 mois, 1 an, il faut voir le feedback step pour voir que est-ce que la stratégie qui tient la route. Parce qu'attention, encore une fois, ça c'est l'objectif d'investissement. Mais si le gérant de fonds a raté, ben c'est le cas. Aujourd'hui, plus 80% des gérants de fonds qui n'arrivent pas à battre le marché. Mais c'est le cas, il a raté quoi. Ben on dit que c'est un échec de gestion d'actifs. Mais l'objectif, c'est, avec tout ce que je voudrais raconter, comment on peut atteindre l'objectif d'investissement. Si par exemple le client il demande 25%, à la fin j'ai réalisé 30%, tant mieux. Mais dans certaines clauses des hedge funds, il va viser sur un long terme. Ça veut dire que moi j'ai dégagé 30%. Je ne vais pas regarder cette année, je vais regarder au bout de 5 ans. Tu as un bonus cette année, il n'y a pas de problème. Si l'année prochaine tu me fais 10%, tu me rembourses. Ça, c'est différentes clauses de hedge funds. Voilà, après, les différents... Je fais un résumé. Dans la gestion d'actifs, on va planifier pour déterminer l'ensemble des critères des clients et dans une spec. On s'appelle IPS. Dans les IPS, il y a plein de procès, des contraintes, tout ça. Il faut analyser les vrais besoins des clients. Une fois on a compris, on va réaliser notre portefeuille. Pour construire notre portefeuille, au niveau stratégique, c'est qu'est-ce qu'on fait de asset allocation. Ensuite, on va analyser des secteurs, des produits et la stratégie. Comment on va mettre en place. Si je parle un peu plus. Si une fois qu'on a réussi de faire un cas simple, que je veux allouer 70% de equity, que des stocks, et 30% de fixed income. Dans ce cas-là, pour l'exécution, les parties trading qui est prise en compte. Pourquoi? Parce que si je veux, par exemple, je vais acheter BNP Paribas, un stock, comment je vais acheter? Il y a plusieurs moyens. Le hedge fund, il peut prendre un broker pour passer les ordres, passer Euronext pour placer, pour exécuter. Il peut aussi choisir un
traite OTC bilatéral avec un autre fonds. Il a changé. Après, il prend des algo trading. Par exemple, il peut prendre un VWAP, il peut prendre un DVWAP, il peut prendre implementation shortfall, des différents algo trading pour atteindre son objectif. Idéalement, c'est pour le parti trading, c'est pour minimiser le coût du trading et arriver avec le prix qu'il a déterminé. Parce que de toute façon, la performance, il calculait, c'est le prix initial et le prix à la fin. Comment il peut calculer la performance, le coût de trading qui est bien pris en compte? Ça, c'est le parti trading. Mais il faut penser qu'aujourd'hui, dans le CIB, la plupart des activités, c'est market making. Les market making, c'est gagner les marges, il fournit la liquidité de l'achat et vente pour des clients, il gagne la marge. Il n'y a jamais d'investissement directionnel. Si une banque qui a émis le turbo des varants pour les particuliers, l'autre côté, quand les particuliers il a acheté, il a obligé d'acheter le sous-jacent pour le parti hedge. Ça, ce modèle-là, il n'y a pas de risque, mais il n'y a pas d'investissement. Le vrai investissement, aujourd'hui, on a parlé des investissements directionnels, c'est dans les fonds. Dans les fonds, comment on gère les fonds, c'est l'ensemble qu'on a vu, planification, exécution. Bien sûr, dernier feedback, pour mesurer que est-ce qu'on a réussi ce projet d'investissement. Voilà, merci. Vous avez des questions? Oui. En fait, tout à l'heure, tu parlais de stock picking. En fait, j'aimerais bien savoir le process de stock picking. On utilise vraiment une méthode quantitative ou c'est vraiment l'analyse financière classique? Les deux, comme j'ai introduit tout à l'heure, il y a deux méthodes de top-down et bottom-up. Il y a deux méthodes d'analyse. Et après, pour chaque stock picking, on a des différents modèles quantitatifs qui est mis en place. Et on peut aussi ajouter analyse technique, analyse fondamentale. Le fondamental, c'est l'ensemble d'analyse financière classique pour calculer, par exemple, PB ratio, le price lending ratio, les EBITDA to revenue ratio, c'est à côté. L'autre côté, analyse technique, on va regarder SMA, les moving average, la MACD, RSI, quelque chose. Après, les différents des modèles quantitatifs pour voir dans quel facteur qui a influencé le prix. L'ensemble des analyses qui permet à un gérant de fonds de sortir une expérience d'un stock. Encore une fois, expérience, ce n'est pas réalisé. Après, ça lui permet de déterminer le stock picking.